Et salut à tous, c'est Taski, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis de retour après une longue absence qui était due à beaucoup de choses. Panne de lecture, pas le temps, tout ça, tout ça. Je suis de retour, avec un peu de chance, on est là. Pas mal de changements depuis la dernière fois, hein. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans. Donc il s'en est passé des choses. Mais on n'est pas forcément là pour parler de ça. Mais pour commencer, en reprenant un petit bilan, bien en retard évidemment, parce que il faut pas changer les bonnes habitudes, de ce que j'ai lu, donc un bilan de ce que j'ai lu en juin. Parce que juin, ça va être le premier mois où j'ai réussi à un peu reprendre un gros rythme de lecture. J'ai lu 5 bouquins, 5 romans, et c'est parti sur une bonne lancée, hein, parce que juillet est beaucoup plus lourd, hein. Même moi, je suis surpris d'à quel point je me suis motivé pour lire des trucs. Mais du coup, vous verrez ça bientôt, du coup, vu que j'ai lancé ça très en retard, sauf si je suis encore plus en retard. Mais normalement, je vais essayer d'être plus ou moins ponctuel, au moins pour les bilans de mois. Pour les autres vidéos, on va rester sur quelque chose d'assez assez changeant, histoire de ne pas me faire des promesses que je ne tiendrai pas. Donc les vidéos seront un peu aléatoires. Probablement essayer de plus me concentrer sur les bouquins. Je verrai si je continue à faire des reviews ou des vidéos, des tops, des machins, tout ça, sur des animés ou jeux vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse, on sait jamais. Si les animés, mangas, enfin le manga oui, parce que c'est des livres, donc j'en parlerai, mais si les animés, jeux vidéo notamment, sont des choses dont vous aimeriez que je parle, que vous aimeriez découvrir, ça peut être, enfin je peux continuer s'il y a des gens en soi qui sont intéressés. Sans perdre plus de temps, je vais commencer tout de suite avec ma première lecture de juin, celle qui a un peu relancé cette vague de lecture, même si, voilà, c'est Lolita de Vladimir Nabokov. Donc on commence avec quelque chose d'assez assez lourd. Alors Lolita, bah, j'ai beaucoup aimé. C'est un très grand classique et pas pour rien. Je comprends pourquoi il est aussi parlé et qu'il a autant marqué son temps et marqué la littérature de façon générale et même au-delà, hein. Le terme de Lolita maintenant est utilisé à peu près partout, hein. Le terme de Loli, tout ça, ça vient de là. Et bah, j'ai beaucoup aimé ce livre. Bien évidemment, je vais adresser l'éléphant dans la pièce, comme diraient nos amis anglophones. Non, pour moi, ce bouquin n'est pas une ode à la pédophilie. Au contraire, c'est justement quelque chose qui effectivement, nous met dans la peau d'un personnage aussi horrible que les Berbères. Mais justement, pour moi, c'est pour nous montrer à quel point ces choses peuvent être absolument horribles et comment, du point de vue de ce genre de personnage, ça peut paraître normal, ou toutes ces justifications qui se trouvent, toutes ces pensées, ces moyens étriqués qu'il trouve de justifier en fait son problème. C'est ça que que j'ai trouvé très intéressant et très dur aussi. Le récit est très compliqué, pas forcément par sa plume, mais par les thèmes et les sujets abordés, hein. Je vais pas vous expliquer de quoi Lolita parle. Effectivement, c'est quelque chose d'assez violent, hein. Donc ce roman n'est pas le genre de livre que je conseillerais à tout le monde, mais c'est une très bonne exploration effectivement de ce genre de thème, de ce genre de personnages et des influences qu'ils peuvent avoir, pourquoi ils sont comme ça, et cette- ce pouvoir un peu manipulateur envers les plus jeunes. Autre chose aussi que je voudrais ajouter, c'est la plume de Nabokov qui est extrêmement belle, hein. J'ai beaucoup tendance à faire E1, il faudrait que j'arrête, j'essaierai de travailler ça pour la suite. Mais du coup, sa plume qui est très belle, hein. Normalement, les plumes, c'est pas quelque chose qui, moi, me marque particulièrement ou auquel je fais extrêmement attention. Mais il faut avouer que Nabokov enfin écrit, et parle sûrement, j'imagine, très bien. Et ça se sent. Et pour revenir sur le sujet du grand débat sur est-ce que c'est une ode à la pédophilie ou pas, est-ce que l'auteur le dénonce ou pas, oui et non. Effectivement, il y a un texte de l'auteur un peu au début qui parle de son livre et qui explique plus ou moins sa volonté de ne pas
directement en fait dénoncer la chose, mais plus de la mettre de la dépeindre, de la montrer, et ensuite toute personne sensée et ayant un minimum de morale et étant un être humain se rend compte par elle-même que effectivement le personnage principal de ce roman est un fou furieux et qu'il a besoin soit d'être enfermé, soit besoin d'aide. Mais du coup, effectivement, pour moi, le fait que l'auteur ne dénonce pas directement par la narration ou quoi, oh, ce personnage est mauvais, mais plutôt qu'il le dépeint et qu'ensuite c'est à nous, par notre esprit critique, de comprendre que non, ce n'est pas un personnage bon. Je comprends du coup pourquoi certaines personnes ont mal compris le roman ou n'ont pas pu passer outre. Mais voilà, ça c'est mon avis par rapport à ça. Donc Lolita, je recommande énormément, mais soyez accrochés parce que les thèmes et les scènes sont... Il a une bonne plume, mais du coup il décrit bien. Ensuite, deuxième livre que j'ai terminé, je l'avais un peu commencé avant, mais je l'ai terminé ce mois-ci, c'est A Reader's Guide to Science Fiction. C'est un petit livre qui est sorti, je crois, dans les années 70. C'est vrai que j'ai pas parlé des dates, mais du coup, Lolita, 1955, et celui-là, j'ai vérifié vite fait, mais c'est en 1979 que ce bouquin est paru. C'est un bouquin qui est séparé en plusieurs parties, une petite introduction à la science-fiction. La plus grosse partie est composée d'une liste en fait d'auteurs avec des descriptions sur leur travail, leurs œuvres, leurs thèmes, les thèmes auxquels les thèmes qui leur sont chers, leur style, leur plume, et une petite partie avec marqué si vous aimez tel auteur, vous aimerez tel auteur, afin de connecter un peu et de faire des recommandations. Et ensuite, on a quelques autres parties sur les différentes séries et comment s'y retrouver au niveau des différents tomes. Et des parties sur les récompenses, les awards, et une petite partie sur si on devait lire 10 livres à tout prix, ou les 50 meilleurs, je crois, les 50 meilleurs livres, une petite liste, ainsi qu'un petit historique de la science-fiction, mais assez court. Le principal de ce roman, c'est vraiment cette liste en fait de tous ces auteurs. Pour vous donner une idée, c'est à peu près tout ça du roman, enfin du livre. J'ai beaucoup aimé cette lecture, très intéressant. D'un côté, parce que ça permet de faire découvrir beaucoup d'auteurs que je ne connaissais pas ou dont j'avais juste entendu le nom, mais aussi pour un peu se remettre dans le contexte, et ça fait un peu office d'une petite preuve historique, parce que c'est un livre qui témoigne de quelles étaient les prédictions, les actualités, ce qu'aimaient les gens à l'époque, leur définition de la science-fiction, voir comment elle a évolué. Beaucoup d'auteurs sont absents de ce roman parce que bien évidemment ils n'étaient pas nés, mais d'autres parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le succès qu'ils auront plus tard, parce qu'ils étaient encore tout nouveaux et donc ils n'avaient pas encore écrit leur magnum opus. Certains, c'est aussi intéressant de voir comment certaines prédictions peuvent être vraies ou fausses. Certains auteurs qui sont considérés comme assez mineurs mais qui exploseront plus tard n'ont finalement pas du tout percé, et d'autres dont ils n'ont pas spécialement vendu les mérites, ou en tout cas projeté un grand avenir, sont devenus des grands auteurs reconnus dans le genre. Et il y a aussi plein de petites anecdotes, ou j'ai envie de dire, enfin d'anecdotes, plein de petits aspects c'est vrai que moi j'y ai pas réfléchi, mais pour les personnes comme moi plus jeunes qui n'avons pas vécu cette époque qui date d'avant Internet, il y a plein d'explications sur comment se retrouver dans une série quand tu ne sais pas que le tome que tu viens d'acheter est en fait le tome 5 d'une série de science-fiction, parce que c'est pas écrit dessus, comment trouver les différents auteurs, trouver les différentes séries, parce que à l'époque, oui, effectivement, il n'y avait pas Internet, et du coup c'était une galère pour pouvoir comprendre quel bouquin était lequel. Surtout en Angleterre, alors j'imagine pas en France avec les problèmes de traduction. Ça devait être une sacrée époque, heureusement qu'on a Internet maintenant. Mais du coup, c'était intéressant d'avoir ce petit en fait bond dans le passé de la science-fiction. J'aime beaucoup ce genre de bouquin, et je pense que je vais essayer de lire tous ceux que je trouve. Dès que j'en trouve, je les prendrai, enfin pas tous, mais j'en ai un autre d'ailleurs, un peu plus haut, on peut peut-être voir par là. Mais du coup, j'ai hâte de lire plus de ce genre de choses et de me renseigner sur l'histoire de ce genre. D'ailleurs, je montre ici ma superbe armoire à lire, parce que les piles à lire, c'est démodé ici, on est fou, et on ne sait pas s'arrêter d'acheter des livres, donc du coup, j'ai une armoire à lire ici,
que je pourrais éventuellement faire une vidéo pour la présenter, vidéo de mes plans sur mes prochaines lectures, sachant que là, cette armoire à lire n'est composée que des tomes 1 dans une grande majorité des bouquins. Sinon, il y en a beaucoup plus et ça ne rentrait pas. Je vais passer un super moment. Ensuite, prochaine lecture, c'est une lecture commune que nous avons fait sur le serveur Discord des tourneurs de pages, serveur Discord très, très sympathique, hein, n'hésitez pas à rejoindre, sur lequel je suis, et c'était notre première lecture commune, du coup c'était Sword of Kaigen de M.L. Wang. Alors, je vais déjà partir sur le positif, le livre est très joli, il est très très beau, j'aime beaucoup, beaucoup cette illustration. En vrai, j'en fais un peu des caisses. Le bouquin, déjà pour donner mon avis assez rapide, est sympa. Mais c'est probablement une de mes plus grosses déceptions de l'année. Non pas que le livre est mauvais, du coup je l'ai quand même bien aimé, mais ce livre est vendu, surtout dans le booktube, booktalk anglophone, comme le messie du roman indépendant de fantasy, un chef-d'œuvre qui a changé la vie de tout le monde, une œuvre rarement égalée, et j'ai pas compris. Parce que pour moi, ce récit est très 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 cliché, peut-être parce que je suis beaucoup plus dans la culture asiatique et notamment dans les mangas et animés, et on sent que ce roman a une très grosse influence de la part des animés et des mangas, mais j'ai pas trouvé que ça cassait trois pattes à un canard, hein. Donc pour les points positifs, on va dire, peut-être que je ferai une review plus approfondie pour développer ma pensée, mais j'ai trouvé que M.L. Wang écrivait très bien au niveau du développement des personnages, ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Misaki, le personnage principal, est super bien écrit, il y a des scènes qui sont très touchantes, surtout plus on avance, plus on arrive à se mettre dans l'état d'esprit de ce personnage, de ressentir sa colère, sa haine, sa frustration aussi énormément, mais tout ça, je trouve, c'est bloqué par trop de worldbuilding, trop de dumping d'informations sur notre tête, des personnages qui sont très nombreux et pas forcément aussi développés qu'ils auraient pu l'être, beaucoup d'informations qui sont à des endroits qui n'ont pas besoin d'être. Par exemple, quand on a fini la bataille finale, que les tensions sont à leur paroxysme entre les personnages à cause des conséquences de cette bataille, et qu'on nous parle de mythe de la création de ce monde, on s'en fout. C'était peut-être plutôt qu'il fallait en parler si c'était pertinent ou en anecdote, mais ce n'est pas dans les 100 dernières pages du roman qu'il faut nous expliquer les croyances des gens sur comment le monde a été créé et comment les différents peuples n'ont pas les mêmes croyances. Parce que, j'ai oublié de le dire, c'est un one-shot. Même s'il y a d'autres histoires qui se passent dans cet univers, qui ont été écrites avant, donc c'est des suites, mais qui ont été écrites avant par l'autrice. Ce récit est censé tenir en lui-même, en fait, et il y a beaucoup de lourdeur, beaucoup trop d'informations qui nous sont données et qui ne sont pas pertinentes, qui ne sont pas intéressantes, ou qui ne sont pas assez développées. Moi, mon avis sur Sword of Kaigen, c'est que ça aurait mérité soit d'être beaucoup plus court et d'enlever une grosse partie, soit d'être une grosse saga. Parce qu'effectivement, le world building, elle nous en envoie plein dans la tête, elle n'a pas le temps de le finir ou de vraiment avoir un intérêt à tout ce world building, mais il est quand même intéressant, il y a quand même plein de points qui sont vachement cool, et qui mériteraient d'être beaucoup plus développés, notamment dans des suites, dans une saga, pourquoi pas. Bah, c'est un peu dommage, j'espère qu'un jour il y aura une suite ou d'autres livres écrits dans cet univers pour un peu plus développer ce lore, mais en attendant, bah, du coup ça a fait que le récit, et notamment l'histoire de ces personnages, s'est retrouvé alourdi par des tonnes d'informations qui n'étaient pas nécessaires. Et pour ce qui est par contre d'un autre point négatif, qui n'aurait peut-être pas de l'autrice, ça j'en sais rien, les Wibri. J'aime beaucoup les animés et les mangas, je fais des vidéos dessus, j'en regarde énormément, j'en lis énormément, mais là, c'est grave. Il y a des références à la culture japonaise dans tous les sens, ce qui est très intéressant, très sympa, mais qui sont vraiment envoyées d'une façon si peu subtile. Des références qui me donnaient l'impression, quand je l'ai lu, j'en parlais avec les gens de la lecture commune, j'avais l'impression d'être de retour en 2010 et de regarder des fan trad de mes animés et d'avoir les fameuses trad It's all according to the Keikaku. Je mettrai la ref si j'y arrive, mais ceux qui ont la ref comprennent ce que je veux dire. Des traductions qui sont laissées en japonais pour aucune raison, qui vont plus avoir tendance à rendre confus le lecteur,
Moi, ça va, parce que c'est des mots que je connais, que j'ai déjà entendus, mais je sais, par exemple, dans la lecture commune, quand ça commençait à dire des kasa, kachan, quand ça commençait à dire des chotomate, choses comme ça, il y a des gens qui ne parlent pas le japonais, qui n'avaient aucune idée de d'où sortait ce mot, qu'est-ce qu'il voulait dire. Le système de temps aussi. Ils n'utilisent pas les minutes ni les heures, mais des dinma et des trucs qui ont été inventés pour le roman. Pourquoi? Quel est l'intérêt d'avoir fait ça, à part rendre confus le lecteur? Et moi, j'ai lu ça, enfin, je vais pas m'amuser à aller regarder toutes les 5 secondes à l'arrière du bouquin. Pourquoi il y a, enfin, que veut dire le mot dans le vocabulaire? Normalement, le vocable à la fin, la petite liste de mots, j'en perds mes mots. Mais l'annexe avec les informations, c'est un bonus, mais c'est pas censé être quelque chose dont tu as besoin de te référer en permanence. Surtout pour un one-shot. Et du coup, bah, ça a été un gros problème franchement, de Wibri, j'ai envie de le dire comme ça, qui ont été mises un peu de façon maladroite, et des moments où c'est même juste incohérent, en fait, et inconsistant plutôt que incohérent. Je me souviens d'une phrase où un personnage, donc dans la même langue, hein, dit Ok, à 3 on soulève, Ichi ni San. Dans la même phrase, qui est dans la même langue, il a utilisé deux mots différents qui sont les mêmes en fait. 3 et San, ça veut dire la même chose. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit 1, 2, 3 du coup? Pourquoi il n'a pas dit Ok, Hassan, on y va, Ichini-san? C'était vraiment parler japonais pour dire que je parle japonais et être stylé parce que je parle japonais et que je. Enfin, c'est. Voilà, il y a un peu ce côté très amateur, je trouve, ou très un collégien qui écrit une fanfic de son animé préféré et qui veut mettre des mots japonais qu'il a entendus dans ses animés parce que ça sonne trop cool. Et voilà, je sais pas si c'est le cas dans le roman de base ou si c'est la trad qui en est la cause, mais ça m'a causé des gros problèmes par moment et je sais qu'il y en a plusieurs dans la lecture commune qui ont eu ces mêmes problèmes et bah ça donne un côté très amateur quoi, sans compter aussi l'édition qui par moment a plusieurs coquilles et bah c'est dommage qu'il y ait des coquilles comme ça dans un bouquin aussi beau et aussi incroyable. Donc voilà, je passe beaucoup de temps à parler sur ça, mais Sword of Keigen, très cool quand même pour ce qui est du développement de personnages et de nous mettre dans les personnages et de nous faire ressentir leurs émotions. Ça par contre c'était très bien fait. Mais bah, le reste, même les personnages secondaires en réalité, ils n'ont pas été très développés, mais ils sont très cool. Mais le reste, effectivement, le plot, cet investissement pour le monde aussi, pour le contexte qu'il y a autour de cette relation, parce que du coup l'histoire principale c'est vraiment Misaki et ce qui lui arrive, mais il y a quand même un contexte global et plus epic fantasy qui est présent et qui est un peu laissé en second plan. Un autre truc aussi que je veux rajouter, qu'on ne m'a jamais dit, et je sais que ça m'a fait bizarre au début et que ça fait bizarre à d'autres personnes, c'est de la moderne fantasy. Ça se passe à une époque contemporaine à la nôtre. Ils ont des téléphones, ils ont des télés, même si le village où se passe le récit est un village reculé qui n'a pas accès à toutes ces technologies. Il y a des avions, il y a des... Enfin, voilà. Il faut s'attendre à ça. Hein. C'est pas... C'est Avatar, mais la fin d'Avatar, voire même plus loin que Avatar. Parce que oui, je parle d'Avatar parce que Avatar a une grande influence dans Sword of Kagen et le système de magie qui est très clairement du bending. Mais voilà, je viens beaucoup de parler de ça. Je ne sais pas si je ferai une review ou pas de plus clair pour développer mon point ou si je vais me contenter de ça. Mais du coup, je vais passer ensuite à la prochaine lecture qui est Le Chai de Jack Vance, le premier. Le Chai, non, pas du tout. Le Chash, qui est le premier tome du cycle de Chai de Jack Vance. Jack Vance, c'est un auteur que j'ai déjà lu. J'ai lu La Planète Géante que j'avais bien aimé de souvenir et Les Maîtres Dragons que je n'avais pas aimé. Malgré le fait que c'est un récit qui est assez acclamé, qui a gagné des prix, il me semble. Moi, perso, de souvenir, j'avais pas trop aimé, à part le, le world building et le concept en fait de ce roman. Et bah, c'est pour ça que j'aime beaucoup de Jack Vance, parce qu'il a une force, une capacité à créer des mondes et à créer des sociétés différentes ou basées sur un concept qui développe un peu jusqu'au bout ou qui nous laisse réfléchir qu'est-ce qu'impliquerait une société basée sur tel ou tel concept. Et bien évidemment, ce n'est pas manquant à ce roman, qui est le premier tome du coup d'une tétralogie que j'ai commencé et que je vais essayer de finir d'ici juillet ou août. Donc le Chai, ça parle de quoi? On suit Adam Wraith, qui est un humain qui a participé à une expédition pour aller sur une planète lointaine d'où des signaux auraient été envoyés.
il finit par se cracher dessus, et s'ensuit une aventure de pulps space fantasy assez classique où il va rencontrer diverses planètes, diverses créatures aliens, des peuples aliens, et faire tout plein d'aventures et affronter tout plein de gros monstres pas beaux, tout en du coup découvrant ces sociétés. Et pour moi, c'est là du coup où est l'intérêt de ce roman, c'est découvrir ces différentes sociétés et comment le monde se déroule, et aussi voir ces scènes de bataille, de comment ce héros va réussir à s'en sortir et à s'en sortir dans ce monde en fait. Donc rien de super incroyable non plus, mais c'était quand même intéressant. Maintenant, il y a des points négatifs aussi. L'écriture est un peu lourde, mais bon, c'est pas le problème le plus majeur, mais ça a mal vieilli sur pas mal d'aspects, notamment les femmes. Les personnages féminins de Jack Vance sont des poupées. Elles sont juste là pour être belles, qu'on leur peigne pour qu'on leur peigne les cheveux, pour s'asseoir sur les genoux des hommes et faire tout ce que les hommes réfléchissent, et pour faire tout ce que les hommes veulent, et pour être sauvés par le personnage principal, et kidnappés par les monstres. C'est leur seule utilité, ou alors c'est des méchantes sorcières qui détestent les hommes et les gens jolis et qui veulent les tuer. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est pas ouf, mais bon, c'est de la science-fiction des années 70 à peu près. C'est de la science-fiction des années 60-70, en 68 il est sorti ce roman. Donc, bah, c'est un peu quelque chose auquel il fallait s'y attendre malheureusement. Pareil, il y a un personnage principal qui est machiste, non seulement de ce côté-là par rapport aux femmes, mais aussi juste par rapport à la violence en général. Hein. Des fois, il y a des menaces sur certains personnages qui n'ont pas vraiment de raison d'être, à part que personnage ne veut pas faire ce que je veux, fais-le ou je te tue sur le place. Alors que les persos sont pas forcément ennemis. Ça fait bizarre quand même des fois, mais bon, si on arrive à passer outre ça et à remettre un peu, on va dire, le roman dans son contexte, ça reste une aventure très sympathique à lire, très courte, hein, ça fait 200 pages à peu près, et avec du coup ces concepts de société que j'ai beaucoup aimé. Et enfin, le dernier roman que j'ai lu majoritairement en juin, je l'ai fini en juillet, mais je vais l'inclure dans ce bilan-là, parce que sinon juillet va être stack de ouf, et va être trop long. Déjà, on est à 25 minutes à peu près de ce que je vois, sûrement moins avec le montage, mais je vais essayer de faire vite, dit-il, en gagnant encore plus de temps. Allez, j'arrête. La Compagnie Noire, le tome 2, Le Château Noir de Glenn Cook, parce qu'on est sur des lectures fun ici. La Compagnie Noire, c'est quoi? C'est une saga de fantasy qui est un peu considérée, pour ceux qui ne savent pas, comme le père de la Dark Fantasy. Avant même les Dark Souls, avant même Berserk, il y avait la Compagnie Noire, qui est du coup de la fantasy militaire sombre, où on suit une compagnie de mercenaires, la fameuse Compagnie Noire, qui traverse le monde, fait des guerres, sert des maîtres, tout ça avec des thèmes très durs, très lourds, très horribles. Si vous avez un trigger warning en tête, il est là-dedans, vous en êtes sûr. Même les pires. Des personnages qui ne sont pas franchement amicaux, qui sont violents, qui sont méchants, qui sont mauvais, mais qui sont pas aussi mauvais que le reste du monde. Donc du coup, on se retrouve un peu à être de leur côté. J'avais beaucoup aimé le tome 1, suivre les personnages et découvrir comment cette compagnie fonctionne et ce monde, et les différentes entités qui se battent pour le pouvoir. C'était plutôt cool. Les scènes de bataille sont très sympas. On sent en fait ce côté fantasy militaire et compagnie quand ils doivent traverser des kilomètres et des kilomètres, qu'ils ont faim, qu'ils ont froid, qu'ils sont fatigués, qu'ils sont pourchassés. On sent un peu cette difficulté qu'ont les personnages à survivre, que la mort guette n'importe qui. Et si c'est ça que vous recherchez dans un roman, c'est plutôt bien fait là-dedans et c'est très très cool. Et dans le tome 2, du coup, c'est toujours pareil, mais en mieux. Un peu moins ce côté traverser le continent, partir en guerre, tout ça. Là, on est plus sur la compagnie qui, du coup, va essayer de s'infiltrer, avoir un côté plus politique, plus infiltration, et essayer de trouver des informations, avec un récit qui est coupé en parallèle par un autre point de vue que je ne vais pas spoil, mais qui est très sympa, et qui met en fait un point de vue un peu opposé ou différent de celle de la compagnie, et qui donne un point de vue un peu extérieur, et que j'ai trouvé assez cool. Les personnages sont plutôt bien écrits, on va dire, notamment pour Toubib, qui du coup est le personnage principal et le narrateur,
qui écrit en fait les Annales de la Compagnie Noire, qui est le titre global de la saga. Du coup, les annales qui sont vraiment écrites par Toubib. Donc j'ai pas grand chose de plus à dire, sinon ça risque de spoil, mais du coup, ce récit qui change un peu de format, on va dire, et de rythme, vu que ce n'est plus une course-poursuite à travers le continent, mais on est plus sur du coup quelque chose qui reste au même endroit. Certains personnages sont mieux écrits, comme la dame, comme les asservis. C'était sympa, je trouve, de voir un peu plus cette psychologie de la compagnie et des personnages qui sont du coup plus développés, et ce stress en fait par rapport aux événements qui se passent dans le monde, que je ne vais pas spoil, mais le monde ne se porte pas mieux, même quand ils partent à l'autre bout du continent, au-delà des frontières qu'on avait dans le premier tome. Les nouveaux personnages qui sont introduits aussi sont très très cool, hein. La deuxième du coup POV de ce roman, qui est une POV originale de ce livre, qui n'est un personnage qui n'était pas présent dans le premier roman, ça a limite été ce que j'ai le plus aimé suivre en fait au final, plutôt que la compagnie en elle-même. J'ai l'impression d'un peu me répéter, il va vraiment falloir que je me reprenne sur ces reviews, mais bon, allez, vous allez me pardonner, ce n'est que le retour, peut-être que d'ici là j'arriverai à parler sans me répéter 15 fois, mais du coup pour la Compagnie Noire, très sympa, hâte de lire le troisième tome que j'ai prévu de lire en juillet si j'ai le temps, histoire de boucler la première trilogie du coup de la Compagnie Noire, qui sont les livres du Nord, parce qu'ensuite il y a d'autres trilogies dans la série, trilogie ou même plus, mais la série continue en gros après. Et j'ai hâte de lire la suite, hein, parce que du coup, contrairement au premier tome, celui-là c'est fini sur un petit teaser. Voilà. Donc voilà, au final, mes lectures de juin, 5 romans, des déceptions, des bonnes lectures, des nouvelles sagas que je lis, des sagas que je continue. Et j'espère que du coup ça continuera sur cette lancée. J'ai hâte de pouvoir essayer de me reprendre sur les vidéos et de faire plus de vidéos. Je pense faire une petite suite de vidéos sur mes plans que je compte, des livres que je compte lire, les sagas que je compte commencer, ce genre de choses, histoire d'un peu repartir à zéro et redévelopper un peu les objectifs de la chaîne et mes objectifs à moi. Et éventuellement, après tout ça, peut-être faire des tops de mes meilleurs livres. Parce que j'avais hésité en fait à faire ça, mais j'ai un peu ce sentiment de ne pas avoir lu assez de séries ou de livres pour vraiment en faire un. Mais d'un autre côté, je me dis que en faire un sitôt, justement, quand j'ai pas encore lu beaucoup de choses, ça laisse la place à ce que cette liste change et à la voir évoluer à travers le temps. Donc je pense que c'est quelque chose qui viendra, proche ou pas, bientôt ou pas, je n'en sais rien, mais c'est dans un coin de ma tête, et du coup moi je vous dis à la prochaine pour très probablement le bilan lecture de juillet, sauf si j'arrive à faire une review entre temps. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, tout ça, vous connaissez tout le tintouin, et je vous dis à la prochaine.